Yes. Allez. Donc on redémarre. On tourne combien de temps? On arrête à quelle heure? Midi. Midi. Bon. Juste un mot ici sur l'histoire de la ventilation qu'on a abordé un petit peu tout à l'heure, l'étanchéité à l'air. Je vous présente cette petite diapo, pas en intro, mais avant de démarrer la partie construction, parce que je trouve qu'elle est vraiment très parlante. Vous avez sur la gauche un logement type avec une cuisine, salle de bain où on va extraire de l'air, 2 chambres, un dressing et puis un séjour. On a des entrées d'air maîtrisées là-haut par les menuiseries, et puis on a l'extraction, on va dire, de 100 mètres cubes heure, qui va se répartir entre séjour et les chambres pour les entrées. Là, tout fonctionne bien. Et on imagine sur la partie droite, on a des entrées d'air non maîtrisées, des défauts d'étanchéité dans l'enveloppe. Et on constate que le ventilateur, lui, va toujours extraire 100 mètres cubes heure, sauf que peut-être que les 3/4 ou les 4/5 vont arriver par le séjour au travers de ces défauts dans l'enveloppe. Alors qu'est-ce qui se passe? On voit que finalement, si on a 80 mètres cubes qui rentrent ici, il ne reste plus que 20 mètres cubes heure pour ventiler les autres pièces. Et donc, on a l'impression que tout fonctionne bien, sauf que ici, on va avoir un problème d'hygiène avec des taux de CO2 supérieurs et puis surtout des taux d'humidité. Donc, au moindre point thermique dans ces pièces-là, on va avoir des phénomènes de condensation, des développement de champignons. Et voilà en quoi, entre autres, pour ce qui concerne l'hygiène, au-delà de l'énergie, des consommations d'énergie, il est important de bien maîtriser l'étanchéité à l'air de l'enveloppe. Même chose en simple flux, si on a une fenêtre qui est ouverte dans le séjour, là c'est plus 80%, c'est 100% qui vont passer au travers du salé. Donc je cuisine, j'ouvre la fenêtre, tout le reste n'est plus ventilé. Voilà, alors, on va parler beaucoup du choix des essences, comme je vous l'ai dit. On a repris toutes vos questions et puis j'ai essayé de les regrouper sur 3-4 grands thèmes. Normalement, vous devriez retrouver à peu près tous vos petits. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à poser des questions, peut-être vers la fin, vu le temps que l'on a. Puis on pourra poursuivre au déjeuner. Alors, le choix des essences. On a fait plusieurs questions sur quelle essence pour le bardage, quelle essence pour la structure, est-ce qu'on utilise du bois traité, du bois naturel. Alors, le choix des essences de bois, c'est quelque chose d'assez vaste. Déjà, on peut avoir des critères esthétiques. Donc là, on va avoir des classements d'aspect, c'est normé. On peut avoir un classement mécanique. Donc, on doit avoir, par exemple, en structure, la capacité à reprendre un certain nombre de charges. Donc on va utiliser ce qu'on appelle des classes de résistance mécanique. Il va y avoir la question de la durabilité biologique, la résistance aux insectes, aux champignons, à l'humidité. Donc les essences de bois vont avoir des comportements variables par rapport à ces agressions biologiques. Ça va être mis en regard également des classes d'emploi, c'est-à-dire que pour une même essence de bois avec ses caractéristiques propres de résistance aux agents de dégradation, eh bien, certains vont pouvoir aller en bardage, d'autres pas. Et enfin, il y a un autre critère, c'est celui de la longévité en œuvre, en fonction de ce que souhaite le concepteur ou le maître d'ouvrage. Si je veux des bois qui résistent 10 ans pour une terrasse ou 50 ans ou 100 ans pour une structure, on n'aura pas non plus les mêmes essences. Donc on va regarder un petit peu tous ces critères pour vraiment choisir la bonne essence au bon endroit. Alors, l'aspect esthétique, les classes d'aspect, donc là aussi on a différents choix. Donc l'esthétique et la résistance, c'est deux choses très différentes. C'est pas parce qu'on a un bois qui a un aspect quasi parfait avec un fil droit sans nœud qu'on a affaire à un bois qui est résistant, et inversement, c'est pas parce qu'on a 2-3 nœuds ou un fil qui n'est pas tout à fait droit que le bois ne sera pas du tout résistant. Donc je ne rentre pas dans le détail, mais ces classes d'aspect vont tenir compte de
de la taille des nœuds, du nombre de nœuds, de la présence de flashs, de fentes, de poches de résine, etc. Donc c'est ce qu'on appelle la classe d'aspect. Le choix 0 étant le plus propre, entre guillemets, avec très peu de singularité. Et puis le choix 3 étant celui-là, le choix 4 ou 5, finalement, c'est tout ce qui n'est pas dans les 3 premières classes. Donc l'aspect, c'est une chose, la durabilité en est une autre, ou la résistance mécanique en est une autre. Donc on a 2 méthodes pour classer les résistances mécaniques des bois. Il y a une méthode visuelle et puis une méthode avec un classement mécanique. La méthode visuelle, on va reprendre un petit peu ce qu'on a vu tout à l'heure pour l'aspect, c'est-à-dire qu'on va regarder la taille des nœuds, le nombre, le positionnement, et pour chacune des essences, on a une grille de lecture et de classification de ces bois, et on va pouvoir déterminer visuellement différentes classes de résistance. Il existe des classements machines avec différentes technologies. Là, c'est la machine qui va classer le bois de manière automatique. On va être un peu plus précis, évidemment, que visuellement. Et on a une autre grille de lecture. En Bretagne, on n'a pas de classement mécanique. C'est uniquement un classement visuel, mais on a certaines industries de transformation qui utilisent le classement mécanique. Alors, les différentes classes, C30, C24, C18, ça correspond à des contraintes admissibles en flexion, compression, traction, cisaillement, etc. Je n'entre pas dans le détail, mais pour l'ossature bois, par exemple, qui représente 85% de la construction bois en France, on utilise beaucoup de C24, mais la réglementation nous dit qu'on peut construire avec du C18. On utilise beaucoup de C24 par habitude, mais on peut tout à fait avoir du C18. Alors, plus le chiffre augmente, plus on a une résistance élevée. Le bois de charpente, on est plutôt sur du C24, et puis pour aller vraiment vers la haute résistance ou vers les produits lamellés collés, produits un petit peu plus techniques, on utilisera du C30 ou encore des valeurs supérieures. Le choix des essences, c'est également la durabilité biologique. Donc il faut résister aux champignons univores, aux larves xylophages, et puis aux termites. On avait une ou deux questions autour des termites. Quand on parle de durabilité, on va distinguer également dans le bois la partie aubier et la partie dite bois parfait, c'est-à-dire le bois un peu plus ancien, qui est finalement un bois mort, mais qui a en son sein un certain nombre de composés qui vont conférer au bois une durabilité nettement supérieure à l'aubier, l'aubier étant considéré comme non durable par définition. L'aubier, c'est ce qu'il y a autour, c'est ça? Oui. Tout le monde voit ce que c'est l'aubier? Juste sous l'écorce, quoi. Ouais, en gros, c'est ça. Donc, on a une petite couronne qui parfois se distingue, parfois n'est pas distinguable par rapport au bois parfait ou au bois, on appelle aussi le duramen. Donc, quand on va parler de durabilité naturelle, on parle toujours de bois hors aubier. Parce que la sève passe pas au milieu. Non, la sève passe par une couche extérieure, par le libère. Je ne rentre pas là-dedans, sinon on a un peu. Donc, différentes classes de durabilité. Je vous ai mis ici un extrait de normes sur les classes de durabilité. Le 1, c'est très durable, le 2, durable, etc. Pour les champignons lignivores, les termites ou l'arbre xylophages. Vous reverrez ça un petit peu plus tard dans le diaporama. On aura également des durabilités conférées, c'est-à-dire que par un traitement chimique thermique, on va pouvoir augmenter la durabilité de l'essence de manière entre guillemets artificielle. Et on va par exemple, pour un peuplier qui n'est pas naturellement durable à l'extérieur,
par un traitement thermique, l'utiliser en bardage. Voilà. Donc c'est un moyen de valoriser des essences sur des emplois, notamment à l'extérieur, et qu'on ne pourrait pas faire de manière avec des essences naturelles, sans traitement. Donc on a un certain nombre de traitements chimiques et le traitement thermique, qui est une technologie un petit peu plus récente, qui consomme un petit peu d'énergie puisqu'il faut chauffer le bois, mais qui a l'avantage de ne pas utiliser d'agents chimiques. Donc on a nos bois qui résistent, qui résistent aux agents biologiques, et après on va regarder à quel endroit on va pouvoir utiliser ces bois. Donc on a ce qu'on appelle des classes d'emploi, qui vont correspondre de manière très résumée au taux d'humidité que vont subir ces bois. Si on est à l'intérieur, on sera sur des bois qui seront toujours à un taux d'humidité inférieur à 20%. Si on est dans la structure, on va pouvoir ponctuellement avoir une augmentation du taux d'humidité parce qu'on a des migrations de vapeur au travers de la paroi, donc on va être plutôt en classe d'emploi 2. Si on est côté extérieur, on a deux classes d'emploi, 3A, 3B. Donc c'est le 3A, 3B ou 3.1, 3.2, vous trouverez ça également dans la littérature. Ça va dépendre de la capacité, de la rapidité plus exactement, de séchage des bois. Donc 3A, on sèche relativement rapidement, donc on peut subir des intempéries, la pluie par exemple, mais on va sécher assez rapidement. Si on a une conception de bardage qui retient un petit peu l'eau, on sera plutôt en classe 3B. Classe 4, on va être plutôt sur de la terrasse par exemple, donc là on a une humidité, une humidification quasi, pas permanente bien sûr, mais en tout cas très fréquente et durable. Et puis la classe 5, on est plutôt sur des bois immergés dans l'eau salée, donc qui vont subir des attaques de térébrins marins, c'est des espèces de petits mollusques qui vont attaquer l'homme. Alors, si on prend le cas du Douglas, par exemple, c'est un bois qui est naturellement durable à l'extérieur en classe 3.1 ou 3.2. On va être 3.2 hors biais. Donc, le Douglas est beaucoup utilisé en bardage. Mais vous verrez régulièrement sur les bardages que vous pouvez voir sur vos chantiers, des zones un petit peu rouges. Hein, le Douglas est un peu rosé, rouge. Donc ça, c'est le bois parfait. Mais vous aurez également des aspects parfois un peu plus jaunes, un peu plus clairs. Donc ça, c'est l'aubier. Normalement, côté extérieur, ne doit plus avoir d'aubier. Bien souvent, on en a encore un petit peu. Alors, quand c'est vraiment une couche qui fait 1 ou 2 mm d'épaisseur, c'est pas trop grave. Mais parfois, on a des lames qui sont en aubier sur toute l'épaisseur de la lame, et donc là, ça devient problématique, puisque l'aubier n'étant pas durable, on va avoir, avec le temps, du bois qui va pourrir et des lames qui ne vont plus remplir leur fonction. Donc, ouais, pardon. Sauf qu'il a été traité, du coup. Ouais, je vais y venir tout à l'heure, c'est-à-dire que le Douglas qui est naturellement durable, pour obtenir soit du Douglas totalement hors aubier ou seulement avec de l'aubier sur la partie non visible, non soumise à la pluie, ça suppose un tri relativement conséquent en scierie et donc des prix qui vont augmenter au mètre carré. Donc la tendance actuelle pour les scieurs de Douglas, c'est de traiter le Douglas, même s'il n'est pas le bois parfait est difficilement imprégnable. On ne va quasiment pas changer la classe de durabilité du bois parfait, mais par contre, on va imprégner un petit peu l'aubier et lui permettre donc de passer en classe 3 et d'être capable de subir les intempéries. Ça coûte moins cher de traiter un bois Douglas avec un petit peu d'aubier, plutôt que de faire un tri sélectif fort.
pour n'avoir que de l'eau. Donc là, majoritairement, quand on a du Douglas en barbage, c'est du bois qui a été traité. Alors, je parle d'une tendance, c'est-à-dire que ça fait 1 an ou 2 maintenant où on voit de plus en plus de Douglas traité. Donc sur les chantiers ou les bâtiments existants, vous allez voir une majorité de bois non traité, enfin de Douglas non traité, mais vous allez trouver de plus en plus de Douglas traité. C'est pour éviter qu'il brise ou... Non, c'est pour là on parle bien de durabilité. Ah oui, pardon. L'aspect n'est pas un problème de durabilité, c'est un problème de esthétique pur. Donc c'est simplement pour réduire le coût de la matière. Du coup, la durabilité du traitement. Un certain temps. Non, mais je vais venir un petit peu plus loin. On a une norme qui définit tout ça. Normalement, quand on fait un traitement chimique, c'est un traitement à cœur, et on va avoir en tout cas sur plusieurs millimètres d'épaisseur. Donc, on va avoir une durabilité suffisante par rapport à l'ouvrage. Et tout ça, c'est normé, c'est classifié, vous allez voir ça. Un bois qui a été traité, il sera forcément au moins classe 3. Pas forcément. Là aussi, je dois avoir un diapo là-dessus. C'est un peu le bardage le plus utilisé. On peint pas traité, il sera pas classe 3, c'est sûr, mais bardage Douglas ou Red-Cedar, s'ils sont au-dessus, affichés classe 3, c'est-à-dire qu'ils ont eu un traitement. Le Douglas, non. Le Red-Cedar, non. On peut avoir Non, hors aubier. S'ils sont hors aubier, ils seront naturellement classe 3. D'accord ? En fait, si... On utilise le traitement sur ces essences pour des questions économiques. Parce que sortir l'aubier complètement, ça a un coût, puisqu'on va avoir un rendement matière moindre, du temps de tri du bois. Et donc, ces deux critères font que ça devient, comme on cherche aujourd'hui l'économie, on va opter de plus en plus vers des produits traités. Il faut savoir que... Alors ça, c'est le maître d'ouvrage qui en décide avec ses conseils de maîtrise d'œuvre. Oui. Si tu remets juste la diapo d'avant, on voit sur le dessin là tout à gauche que c'est un peu plus rose. Donc on est vraiment que sur du cœur. Donc vous imaginez votre arbre, on va faire des lames de bardage qu'avec le cœur de l'arbre. Tout le reste, globalement, hein, c'est du bois énergie. Et ça coûte pas très cher par rapport à ce qu'un scieur va vendre sa lame de bardage, sa lame de terrasse ou autre. Donc il va chercher à utiliser plus de bois dans son tronc en faisant le dessin du milieu ou le dessin de droite. Mais dans ce cas-là, il y a moins de cœur, c'est moins durable naturellement. Il va être obligé de traiter pour avoir une durabilité, donc ce qu'il a appelé durabilité conférée, et pouvoir l'utiliser dans son mode d'usage prévu. Tout ça, c'est pour finalement utiliser plus de bois sur le même tronc. Mais du coup, ça, Voilà, ça pourra rester qu'en classe 3, de toute façon. Est-ce qu'on peut atteindre la classe 4 ? Alors, selon l'imprégnabilité de l'essence, on va pouvoir, soit on restera en classe 3, soit on pourra passer en classe 4. D'accord. Mais avec très Mais il faut, pour passer en classe 4, il faut un bois dit imprégnable. Donc le Et Douglas, c'est pas toutes les possible. essences ne le sont pas. Et le bois parfait du Douglas est très peu imprégnable, donc on va rester en classe 3. Ok. Peut-être mon raisonnement, c'est le classement est obligatoire, on le connaît, pour les essences de bois. Ouais. Et le traitement aussi. On a une obligation de dire qu'il y a eu un traitement chimique sur le bois. Est-ce qu'il y a une obligation d'information ? Oui. Je ne sais pas. Il y a une obligation d'information générale. Maintenant, est-ce que ça doit figurer sur les pièces écrites contractuelles ? Je dirais oui, mais j'en suis pas certain. Sinon, la seule façon de savoir si on est du hors aubier pur, c'est visuellement. Et pas toujours, parce que l'aubier n'est pas toujours différencié. Vous avez des essences où l'aubier n'est pas différencié du bois parfait. Comment on sait si le bardage qu'on nous demande, c'est un hors aubier ou est-ce que c'est un mix ? Alors souvent, sur ces essences-là, on va avoir un traitement systématique. Oui, mais si elle n'est pas... Hein, pardon ? Et si le traitement n'est pas obligatoirement donné ? Comment savoir si on achète du bois Moi, j'ai compris la question sur l'information du client. Bois traité ou pas.
maintenant, le professionnel, il a l'obligation de mettre en œuvre une essence naturellement durable par rapport à sa classe d'emploi. Enfin, naturellement Pas naturellement. pas naturellement. Mais c'est- Il a l'obligation de mettre en œuvre un bois durable. Comment le maître d'ouvrage il peut D'accord. savoir si son bois si le bois qu'il met en œuvre est traité ou non traité? À mon sens, il faut qu'il en fasse la demande, et après, si on a affaire à un bon professionnel, il va l'expliquer. Il va l'écrire, le dire, et un bon professionnel, maître d'œuvre et ou entreprise. Mais voilà, il faut le demander au scieur, du coup, au fabricant de lames de terrasse, de lames Le de bardage. Il distributeur, faut ouais. le demander si on veut savoir s'il a été imprégné chimiquement, traité thermiquement ou s'il est naturel. C'est ça? Ouais. Alors normalement, si c'est bien rédigé sur le devis, on le sait. Hein. Ce qui est certain, c'est qu'on a l'obligation de mettre en œuvre un bois durable Oui, oui. par rapport à son emploi. Mais durable dans le temps n'est pas durable environnementalement parlant. Il y a la durabilité, développement durable. C'est durable, durable en œuvre. C'est pas durable au sens protection de l'environnement. Alors, depuis quelque temps, la classification est un petit peu affinée, c'est-à-dire qu'on va définir les classes d'emploi en fonction de la massivité des pièces de bois. Plus elle est massive, plus elle va mettre du temps à sécher, et donc plus on va dégrader finalement ses caractéristiques. On va regarder également la conception des assemblages. Donc on va regarder si la conception est drainante, c'est-à-dire si l'eau peut s'évacuer facilement, si elle va être retenue un petit peu, ou si on est sur une conception dite piégeante, où on va avoir de la rétention d'eau, et donc des temps de séchage beaucoup plus longs. Je suis obligé d'avancer un petit peu. On pourrait y passer un petit moment, parce qu'on a d'autres critères qui viennent par là-dessus. C'est notamment le secteur géographique où on va mettre en œuvre le bois. Si on est en Bretagne, côté Finistère, ou si on est sur un climat type alpin ou continental, on n'aura pas, enfin, il va falloir tenir compte du taux d'humidité moyen de l'air, et on va jouer justement sur les classes d'emploi. Alors, on en vient maintenant à la longévité en œuvre, c'est-à-dire qu'on peut avoir une essence de bois. On va regarder quelle est l'essence de bois et ses caractéristiques propres. On va regarder à quel endroit on le met en œuvre. Et avec ces deux critères, on va définir une durabilité en œuvre. Donc, L3, c'est la longévité supérieure à 100 ans. L2, c'est entre 50 et 100 ans. Et L1, c'est entre 10 et 50 ans. Et puis le N, c'est longévité incertaine ou pas de longévité du tout. Donc, ce sera pas utilisé ou utilisé uniquement côté intérieur. On rappelle que c'est systématiquement purgé d'objets, hein, ces valeurs-là. L'extrait que je vous présente correspond à une durabilité fongique naturelle. C'est-à-dire, on a le même tableau avec la durabilité conférée. D'accord ? Le châtaignier, par exemple, s'il est mis en classe d'emploi 1, c'est-à-dire à l'intérieur, on a une longévité L3, classe 2, longévité L3, 3A, L3 également. Si on est en 3B, c'est-à-dire avec des temps de séchage un petit peu plus longs, une conception un petit peu piégeante, eh bien on sera en L2, c'est-à-dire entre 50 et 100 ans. Pardon. Voilà comment, normalement, on est censé choisir les essences en fonction de la classe d'emploi. Laquelle classe d'emploi peut tenir compte de la situation géographique et de la situation dans le bâtiment, dans l'œuvre. On peut retrouver ces infos sur un site Oui, vous allez sur le site du CNDB, sur le site d'Abivoire, vous avez le nouveau site qui arrive, qui sera bientôt mis en ligne. Vous retrouverez tout ça. Alors, vous ne trouverez pas 100% de la norme, mais vous trouverez au moins le raisonnement général, et puis des extraits, genre ces 2 ou 3 tableaux que je vous présente, là vous les retrouverez en ligne. Alors, tout à l'heure, je vous parlais d'essences qui sont plus ou moins imprégnables.
C'est-à-dire quand on va traiter une essence, est-ce qu'on va effectivement lui conférer une durabilité supérieure sur le bois parfait ou pas? Mais ça va dépendre de son imprégnabilité. Si le bois n'est pas imprégnable, on aura beau le traiter, il ne va pas monter en durabilité. D'accord? Donc, voilà encore un extrait de norme. Je passe. Et ici, vous retrouverez dans la norme EN 350 ou sur des sites internet qui vous feront des extraits de cette norme, vous retrouverez un petit peu les capacités d'imprégnabilité des différentes essences. Donc on voit que très souvent, hein, le bois parfait est quand même difficile à imprégner. Donc ici pour les feuillus. Est-ce qu'il y a des questions sur cette partie-là? On traite toujours, en fait. C'est ça que j'ai du mal à comprendre, c'est qu'on est... En fait, Non. Le bois parfait, on l'a jamais, et du coup, on le traite tout le temps. Enfin, quand on voit, en fonction de la classe d'usage, on voit généralement un bois qui est traité, quoi qu'il en soit. Par exemple, sur les classes 3 ou classes 4. Et du coup, en fait, malgré tout, vous dites, bah, il y a un bois qui a un pourcentage d'objet ou quoi que ce soit, il est tout forcément traité. Non. Non, c'est vraiment une question d'économie. Oui, c'est ça. Si on a un maître d'ouvrage qui cherche l'économie à tout prix, on aura tendance à lui proposer des bois traités parce que ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, un rendement meilleur, un coût de traitement qui n'est pas très élevé, et donc on va valoriser des essences peu chères à la base aussi. Donc tout ça cumulé fait que si vous prenez un maritime, vous aurez un prix inférieur à un Douglas qui aura été parfaitement trié, quoi. Mais on a encore du bois de structure qui n'est pas traité. On a encore des bardages, on citait le châtaignier tout à l'heure, c'est une super essence pour le bardage. Alors, elle a un inconvénient, c'est qu'elle a des tanins et quelques coulures, comme le chêne, mais c'est très durable. Donc on va être en longévité 3 en bardage si on n'a pas de rétention d'eau. Mais vous voyez quand même que là je suis obligé d'aller très très vite et puis en plus je ne maîtrise pas parfaitement tous ces tableaux, mais on voit que si on veut vraiment choisir la bonne essence au bon endroit avec la bonne conception, ça demande un petit travail intellectuel quand même. Donc il faut que le concepteur soit au courant, il faut que le maître d'ouvrage exprime aussi ses exigences, il faut qu'il y ait une bonne communication pour que le maître d'ouvrage puisse exprimer ses exigences. C'est pas toujours facile, ça. À quel point les traitements chimiques sont dégueulasses, on va dire? Alors on avait une question, est-ce qu'il y a des traitements éco-compatibles? Comment tuer une larve de manière écologique et respectueuse de la larve, c'est pas évident. Voilà. Donc, est-ce que y a des traitements qui sont très polluants et que du coup les usines qui traitent on avait jusqu'à il y a encore quelques, je sais pas, une dizaine ou une quinzaine d'années, on avait des traitements à l'arsenic, au chrome. Par exemple, les traverses de chemin de fer, c'est extrêmement dégueulasse. Donc, ne faites jamais de barbecue avec ça. Mais ces molécules sont aujourd'hui interdites. Je ne pourrais pas vous donner la composition exacte des nouveaux traitements. Je ne suis pas chimiste et puis il y a beaucoup de secrets industriels là-dessus. Donc, ce qui est certain, c'est que nous, chez Bibois, on n'a jamais eu de retour, même en off, comme quoi on avait des problèmes d'intoxication, des problèmes de malaise, ou d'inconfort, ou de plantes qui crèveraient en pied de bardage. Après, ça va être, est-ce qu'il y a des études aujourd'hui sur la possible migration des éléments chimiques depuis le bois vers son environnement, quel qu'il soit? Aujourd'hui, à notre connaissance, il n'y a pas spécialement d'études là-dessus. Par contre, il y a des dossiers sur la qualité de l'air d'une manière générale qui commencent à s'ouvrir, pas spécifiquement sur le bois, mais on parle de qualité de l'air et donc peut-être qu'on abordera des sujets de ce type-là. Mais on va revenir un petit peu sur la qualité de l'air, la ventilation tout à l'heure.
Le premier critère pour la qualité de l'air intérieur, c'est vraiment la qualité de la ventilation. Avant de savoir quel est le taux de tel ou tel polluant à l'intérieur du logement, l'essentiel, c'est d'évacuer de manière complète le volume d'air une fois par heure ou 0,5 fois par heure. Et là, on est à peu près sûr d'avoir un air de qualité. Mais c'est vrai que je dis bien même en off, alors qu'on est baigné toute l'année dans la filière bois, personnellement, je n'ai jamais entendu parler de problèmes, en tout cas sur chantier, éventuellement des problèmes industriels. Oui, bah, si on a un bac qui tombe dans la rivière, on peut avoir des petits poissons qui souffrent un peu. Mais sur chantier, je n'ai jamais entendu parler de quoi que ce soit au niveau sanitaire, santé. Après, c'est sur du traitement de bois en place, moi j'en ai déjà fait. Du traitement de bois, en fait, de charpente en place, oui. Où là, oui. Mais là, c'est plus le problème des vapeurs qu'on va absorber. Mais après, il faut des produits secs. C'est possiblement les mêmes produits. Donc après, s'il a été traité très récemment. Ouais, mais la concentration n'est pas la même. Ouais. La concentration n'est quand même pas la même. Les produits qui arrivent sur chantier sont quand même secs et en termes de composés volatiles, je pense que c'est a priori très faible. Mais on voit qu'on est capable de construire encore aujourd'hui, heureusement, 100% d'une construction bois, avec quasiment 100% de bois en partie structurelle, aménagement intérieur et vêture, avec des bois naturellement durables. C'est possible. Il faut avoir la connaissance suffisante de ce que je vous explique très très rapidement pour y aboutir. Et puis c'est forcément un petit peu plus cher que l'essence la moins chère, traitée chimiquement avec un tri qui permet le maximum de rendement. Par contre, qui dit traitement dit entretien? Non. Non, dit longévité, plus ou moins longue. Voilà. Donc, si vous avez une maison avec un bardage qui a 60 ans et une essence qui n'est pas très très durable, même avec traitement, à un moment donné, il faudra remplacer le bardage. Il y a une usure du bardage, je vais en dire quelques mots tout à l'heure. Une dernière question là, sur l'image juste avant. On voit par exemple le douglas est placé en général comme un bois noble au bardage, que l'aubier, qui a priori est quand même présent sur les 3/4 des chantiers, est peu imprégnable. Oui. Quelque part, dans notre conseil, c'est qu'on veut dire, bah non, mettez du douglas, c'est mieux, ou alors mettez un pin qui, lui, aura de l'aubier, mais par contre qui est super imprégnable, donc un pin qui va peut-être durer plus longtemps et vous paierez moins cher. Si vous avez un maître d'ouvrage qui est soucieux de la protection de l'environnement, qui veut éviter la chimie, dites-lui prenez du douglas et exigez de votre professionnel qu'il vous place un douglas hors aubier. Oui. Ouais. Ce qui s'est passé, pour aller jusqu'au bout sur le douglas, ce qui s'est passé ces 2, 3, 4 dernières années, c'est qu'on a des clients qui ont eu connaissance, qui ont eu accès à ce genre d'informations et qui ont vu que dans le DTU, document technique unifié, la norme du bardage, qui ont vu que normalement on ne devait pas avoir d'aubier apparent. Puis quand ils ont regardé leur bardage une fois posé, ils ont dit tiens, ici il y a un petit peu d'aubier, là il y en a un petit peu. Alors c'est peut-être sur 3/10 de millimètre, mais ça suffit pour dire je ne suis pas conforme au DTU. Donc il se retourne vers le professionnel qui a posé. On m'a rapporté le cas. Le maître d'ouvrage a laissé le charpentier poser son bardage. Et puis, il y avait quelques traces d'aubier. Pardon. Il lui a dit, je ne paye pas. L'expert a confirmé qu'il y avait d'aubier et que ce n'était pas conforme au DTU, aubier apparent, face extérieure. Et il n'a pas payé, il n'a pas déposé son bardage. Donc le charpentier il se retourne vers son fournisseur et dit mais c'est quoi le bois que tu m'as donné là? C'est quoi cette nouvelle alimentation? Alors que c'est un négoce de bois qui fait très bien son travail depuis des années et qui vend des bois avec très très peu d'aubier, mais il y en a toujours un petit peu. Pas toujours, mais en tout cas le rapport qualité-prix intéressant et qui autorise un petit peu d'aubier. Enfin, pardon, je m'exprime mal. Quand on a de l'aubier sur
une très faible épaisseur, même si cet aubier se dégrade très très vite et s'en va à la limite sur le bardage, c'est pas très très gênant. C'est-à-dire que ça ne remet pas en cause la fonction du bardage qui est d'éviter l'humidité du mur qui est derrière. L'humidification du mur qui est derrière. Mais bon, toute cette subtilité n'apparaît pas dans la norme. Juridiquement, il ne faut pas d'aubier. On se protège comme ça en disant pas d'aubier sur la face apparente. S'il y en a un tout petit peu, le client peut ne pas payer et alors les professionnels, ils ont avoir de ça. Donc la solution, c'est de traiter. Même si ça ne change pas la classe de durabilité officiellement, c'est-à-dire que même l'aubier est assez peu imprégnable, mais il va passer en classe 3 et ça suffit. Ça veut dire que maintenant, il y a de plus en plus d'aubiers qu'on en trouve quand même, et que le DTE n'a pas pris compte de cela, donc finalement, on pourrait porter plainte systématiquement. Non. On peut avoir des bois hors aubier, et c'est un peu plus cher. Quand on tire le prix, il y a un moment donné où tu as un professionnel qui veut obtenir le marché, et puis qui va aller chercher un fournisseur qui va lui donner du Douglas, qui aura un petit peu d'aubier et un petit peu trop, quoi. Mais c'est tout à fait possible, hein. Vous avez plein de chantiers où il y a du bardage qui ne comporte pas d'aubier sur la face apparente. Voilà. Bon, alors je suis obligé d'avancer, il nous reste 5 minutes. Donc ici, le bois THT, c'est un traitement thermique. Donc on va mettre le bois dans un four et on va lui faire subir un cycle de montée en température. Donc il y a différentes technologies, différents cycles possibles, mais voilà le principe. On va modifier la composition chimique du bois et on va lui conférer une durabilité supérieure, une stabilité dimensionnelle. On aura simplement, et ça je vais passer, je ne vais pas avoir le temps, on aura simplement un bois un petit peu plus fragile, un peu plus cassant. Mais pour le bardage, c'est pas très gênant. Et les tests ont été faits, hein, c'est ce que je voulais vous montrer ici. Hein, donc vous avez l'aptitude au choc qui est là aussi normée avec une charge de 22,5 kg qui tombe sur la lame et ça doit résister, etc. Donc tout ça, les études ont été réalisées pour un certain nombre d'essences, la technologie progresse, mais c'est un moyen de conférer une durabilité supérieure à des essences qui ne sont pas très durables, sans chimie. Par contre, on va consommer quelques kilowattheures au mètre cube. La question des termites. Je vous invite à consulter termite.com.fr. C'est un site qui est très complet, géré par le FCBA. Vous allez retrouver toute la vie des bébêtes, toute la réglementation et puis surtout l'évolution commune par commune de la présence ou non de termites. Alors, pardon ? Les secteurs qui sont notés là, c'est des secteurs à risque. Ce sont des secteurs qui ont fait l'objet d'un arrêté préfectoral et qui exigent des solutions de protection sur le territoire concerné par cet arrêté. Donc barrières physiques ou physico-chimiques. Parce que les termites arrivent par le sol. Donc rien à signaler dans le 22-29, quelques communes avec infestation faible, mais qui n'ont pas fait l'objet d'arrêté préfectoral. Et voilà où on en est aujourd'hui, mais avec le réchauffement climatique, depuis déjà pas mal d'années, on voit le termite qui remonte vers le nord. Donc barrière physique, c'est une grille qu'on est censé mettre entre le sol et la maison. Une grille avec des mailles extrêmement fines pour empêcher le termite de remonter. Physico-chimique, c'est une membrane imprégnée de chimie. C'est pas très écologique, mais voilà, c'est la réglementation. Alors, autre possibilité, c'est d'avoir un dispositif contrôlable, c'est-à-dire que le termite, craignant la lumière, va circuler au travers de petits tunnels qu'il fabrique avec ses petites pattes. Et si on a un dispositif de contrôle visuel, on peut se passer de la barrière physique ou physico-chimique. Je vais très vite. Est-ce qu'une barrière comme ça peut être placée sur une rénovation, après construction non, c'est à construction. Non. Alors après, il y a la solution des pièges. C'est-à-dire qu'on peut mettre des pièges avec des phéromones qui vont attirer les termites et on contrôle régulièrement ces pièges pour vérifier la présence ou non. Et s'il y a présence, là je ne sais pas très bien exactement quelle est la procédure, mais je pense qu'il faut traiter.
des protections ou traitements, c'est obligatoire ou c'est uniquement pour les zones? Pour les zones avec arrêté préfectoral, uniquement. Pour les autres, c'est ouais. facultatif. Ouais. Donc c'est pas le bois qui est traité, hein, y compris pour les zones avec arrêté préfectoral. Hein. C'est une séparation qui empêche le termite de monter dans les parties aériennes. Et du coup, il y a des sols plus propices que d'autres. Peut-être c'est pas que lié le sol, non, j'en sais rien. Je sais pas, je suis pas assez expert. Non, là, il faut vraiment aller voir le site que je vous ai mis en référence. Là, il est bien actualisé. Mais la nature du sol, non, je ne sais pas si ça influence beaucoup les choses. En 1 minute 30, je vais faire revêtement extérieur des bâtiments. Je vous conseille ces 2 ouvrages. Je n'ai pas le temps de vous les montrer, mais j'ai les liens là, hypertexte vers le premier qui est en ligne et gratuit. Le second, je l'ai là en version papier. Qui est un très bel ouvrage également, c'est le plus complet, le plus complet, je vous ai mis en lien. Donc celui-ci, qui a été réalisé par notre collègue de Nantes. Donc vous trouverez toutes les informations autour des bardages. Un point important, ce qu'on appelle le grisonnement, c'est la combinaison de l'action des ultraviolets qui décomposent la lignine et de l'eau. Si vous n'avez que la première, vous avez un bois qui va jaunir un petit peu, se brunir, qui va devenir un peu couleur caramel, miel. L'eau va compléter le processus avec le développement d'un petit champignon qui n'a pas d'effet rapide. Hein. Donc le bois qui est gris, c'est un bois qui a subi l'UV et le champignon, mais ce n'est pas un problème de durabilité, hein. C'est un problème d'esthétique. Donc le bois naturel grise, c'est normal, il faut bien l'expliquer au maître d'ouvrage, si possible avant qu'il achète définitivement le type de bardage. Il faut bien lui expliquer qu'il va griser, et s'il ne veut pas qu'il grise, à ce moment-là, il y a des solutions. La fonction du bardage n'est pas affectée par le fait qu'il grise. Et puis, je vous mets cette petite phrase parce que, évidemment, si on n'est pas informé du fait que la durabilité n'est pas affectée ou la fonction n'est pas affectée. Alors, quand je dis durabilité, il y a quand même une usure, hein, avec l'effet du champignon, c'est un dixième de millimètre par an. Hein, donc, et puis, ça dépend des essences. Hein, mais un bardage châtaignier, on l'a vu tout à l'heure, hein, ça peut être plus de 100 ans. Donc, il n'y a pas de... C'est 1 millimètre tous les 10 ans, du coup. Ouais, pour les essences un peu moyennes. Donc, effectivement, au bout de quelques dizaines d'années, on peut être amené à faire un renouvellement des lames. Si vous allez au Mont-Saint-Michel, vous voyez des bardeaux en toiture, en châtaignier, qui ont 80 ans en place, et qui ne sont pas sur une position verticale qui draine très facilement. Donc, connaître ces processus est important pour accepter le grisaillement aussi. Hein, grisaillement. Donc, les principes, c'est respecter le DTU 41.2, ventiler, 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 c'est éviter l'humidité. Donc, quand vous avez un bardage, donc vous avez votre mur avec l'isolant, le bardage est salamaire. Donc, sur les chantiers que vous pouvez voir, toujours vérifier ou demander à ce qu'il y ait une ventilation basse, une ventilation haute, parce que si ce n'est pas ouvert là-haut, et on voit beaucoup de chantiers où ce n'est pas ouvert là-haut, donc soyez vigilants là-dessus. Comment ? Les 3 quarts du temps, il n'y a pas de ventilation. Voilà, donc, et c'est aussi problématique sur des vieillissements qui ne sont pas homogènes. Quand vous voyez une menuiserie et que vous voyez des espèces d'auréoles comme ça dessous ou dessus, c'est souvent lié à un défaut de ventilation, entre autres. La goutte d'eau également, hein, quand vous avez une pièce de bois verticale, l'idéal c'est d'avoir une lame qui est biaisée en bas pour que l'eau tombe plus facilement. Sinon on a un phénomène de capillarité, donc l'eau va rester un petit peu en bois debout et ça va vieillir beaucoup plus rapidement. Et puis attention aux détails, c'est-à-dire ne pas avoir en façade des rétentions d'eau. Donc le bardage horizontal va drainer moins bien qu'un bardage vertical par exemple. Éviter les bardages à angle à 45 degrés par exemple. Parce qu'il y a forcément un endroit où l'eau va couler et s'accumuler
par rapport à une autre pièce. Donc c'est beaucoup une affaire de détail, tout ça c'est expliqué dans les deux guides en référence. Bon, les essences pour le bardage, il y en a moult, hein, vous verrez. Alors le bardage, on est en classe 3.1, éventuellement 3.2. Vous avez ici les durabilités. Hein, donc si vous prenez de l'aune, vous en avez pour 10 ans ou moins de 10 ans, je ne sais plus, je crois que c'est entre 10 et 50 ans, et là. Non, ça doit être moins de 10 ans, hein, et là. Donc ça commence à être incertain quand même, donc à éviter. Par contre, si vous prenez du châtaignier, en 3.1, on sera au-dessus de 100 ans. Même chose pour les résineux. Je vous ai barré le pain Laricio parce qu'on n'en a pas chez nous, mais voilà, c'est vraiment à titre d'information. Là, c'est pour les bois avec traitement. Donc vous regarderez ça à tête reposée. Question sur les coûts. Je vais aller assez vite. Combien coûte une voiture? Est-ce que quelqu'un peut me répondre à cette question? Combien ça coûte une voiture? Non, ça dépend de la taille de la voiture. Voilà. Et bien pour la maison bois, c'est pareil. Ça dépend. Donc on a plusieurs études quand même qui nous donnent des indications. Donc vous avez ici une étude du CNDB qui vous donne les prix par mètre carré chaume-chave. Vous aurez des liens vers des études de la cellule économique de Bretagne qui vous donnent des prix. Hein. Vous avez l'étude de l'Adréal Poitou-Charentes, pas Poitour. Ça, c'est ce que j'ai fait un peu rapidement tout à l'heure. Là, c'est une étude comparative où on prend une maison, une architecture, un niveau de prestation, et on compare structure brique, structure agglo, structure bois. Et selon 3 niveaux de performance, RT, RT moins X%, et puis passif. Et plus on est vers les hautes performances, et plus le prix du bois se rapproche des autres systèmes, voire en passif peut passer légèrement dessous. C'est une étude de l'Adréal avec nos homologues de Poitou-Charentes, mais quand même validée par l'État, hein, pour faire court. Ce qui est intéressant également, c'est de voir que, là c'est un extrait de l'étude de la cellule économique de Bretagne, le clos couvert c'est 880 € sur 1270 pour un prix moyen dans le cadre de cette étude. Et là-dedans, le clos couvert, le bois représente 500 €. Donc quand on parle du coût de la construction bois, on ne parle pas de ce chiffre-là, on parle de celui-là. Tout le reste, le robinet, qu'il soit dans une maison bois ou dans une maison en agglo, c'est la même chose. Donc c'est vraiment ce lot-là qu'il est important de regarder. Souvent les maisons bois sont un peu plus chères parce qu'on fait intervenir un architecte, parce qu'on a une maîtrise d'ouvrage qui est plus sensible à l'environnement, qui va être un peu plus exigeante. On va avoir des études un petit peu plus poussées. Et donc, si on prenait le prix moyen de toutes les maisons bois en Bretagne, on serait probablement supérieur à la maison RT 2005 en agglo plus laine de verre ou polystyrène. C'est sûr. Mais à performance égale, c'est ce que je mettais là-haut, on arrive sur certaines opérations à être exactement dans les mêmes clous que d'autres systèmes constructifs. Il y avait une question sur la comparaison bois, brique, agglo. Je viens d'évoquer la comparaison du prix. Ici, c'est la comparaison des performances environnementales sur les deux critères qui me semblent être importants. C'est la consommation d'énergie grise, d'une part, sur le cycle de vie, et la production de gaz à effet de serre, d'autre part. Quand on fait l'analyse environnementale, vous savez, il y a 14 ou 17 facteurs possibles, l'ozone, l'eutrophisation de l'eau, etc., etc. Ça devient incomparable si on prend tous les critères. Ici, on en a pris 2 et vous aurez les résultats et vous voyez que on est plutôt bon avec le bois. Dans vos critères, vous avez pris les transports? On a pris les FDES, les données environnementales officielles, donc qui intègrent des transports moyens. C'est une question que j'avais pour la future RT 2020 qui va prendre normalement en compte l'énergie grise. Oui, c'est à peu près ça. Avec du passif quasiment aujourd'hui. Les maisons d'habitat du passif, c'est du
bois, donc on va en avoir de plus en plus de maisons de bois. Sauf que la plupart du bois de construction, encore plus panneaux massifs, il vient de l'Est. Alors maintenant, on a au moins 5 industriels français qui fabriquent du CLT, dont un en Bretagne, un deuxième en Mayenne. Donc on va pouvoir construire avec du CLT, avec des bois, en tout cas une transformation locale et une mise en œuvre locale, bien sûr. Et après, en Bretagne, c'est un peu particulier parce qu'on a des ports avec des bateaux qui arrivent avec plusieurs milliers de mètres cubes, avec un transport maritime avec un impact contribution aux gaz à effet de serre au kilomètre très nettement réduite par rapport au transport. Donc si on fait venir du bois du Jura par camion, on est peut-être nettement moins bon qu'un bateau qui arrive d'Allemagne ou de Finlande par la mer. Voilà. Donc le FCBA est en train de développer un site qui va permettre de paramétrer, c'est-à-dire qu'on a des fiches de données environnementales nationales, donc c'est une moyenne de ce qui se pratique dans un pays. On a déjà un site, mais qui est en cours de rodage, un site internet qui va permettre de paramétrer véritablement en fonction du lieu où on a transformé les produits et des distances au chantier. Alors conclure. Et je vais conclure avec ça. Alors on a parlé il y avait une question sur les migrations de vapeur et les valeurs SD. Donc là je vous ai mis un petit diagramme que je ne vais pas vous préciser, mais que je ne vais pas vous décrire ici, mais qui montre un petit peu le phénomène de condensation et le fait que quand on ventile, on va ventiler plusieurs grammes, voire plus de 10 grammes par mètre cube de vapeur d'eau. Donc quand on va extraire 1 mètre cube par la ventilation, on peut extraire plus de 10 grammes d'eau par mètre cube. Quand on parle de parois perspirantes avec des matériaux naturels, etc., avec des parois super bien conçues, c'est super, ça marche bien, on a des parois très durables. Par contre, la quantité de vapeur qui traverse les parois n'a absolument rien à voir avec ce qui sort par la ventilation. Donc s'il y a une priorité, ce n'est pas avoir une paroi qui marche parfaitement en termes de perspirance. La priorité, c'est la ventilation. Si en plus on a une paroi perspirante, c'est très bien. Mais avoir une paroi perspirante et plus ou moins étanche à l'air, avec une ventilation mal conçue ou carrément absente, c'est une bêtise. Je le dis de manière un peu sèche parce que je suis pressé. Vous avez ici les quantités d'eau produites dans un logement. On peut aller jusqu'à, là pour un logement moyen français, c'est 5, 6, 7 kilos d'eau vapeur dans le logement par jour. Donc c'est la ventilation qui va avec ça, c'est pas le mur perspirant. Important. Et donc la dernière question c'était, je suis désolé, faut que je la fasse celle-là. La dernière question c'était celle du frein vapeur à 18 mètres. 18 mètres c'est la valeur qui est dans le DTU, l'ancien DTU qui est encore en vigueur, mais on a un nouveau DTU qui arrive, qui va permettre d'aller un petit peu dans le sens des parois perspirantes. Et on pourra faire le frein vapeur avec des panneaux sur l'ossature bois. Hein, ça peut aussi être une CLT qui fait aussi de frein vapeur. L'essentiel, c'est d'avoir un ratio entre la barrière à la diffusion de vapeur intérieure et la barrière extérieure d'un facteur 5. Je ne sais plus si c'est 5 ou 6 d'ailleurs. Alors, ça c'est un extrait du futur DTU, donc c'est facteur 5. Il y a certains documents avec 6. Donc soit vous avez un pare-vapeur valeur 18 mètres et un bardage à l'extérieur, ventilé, soit vous avez un panneau ou un mur CLT ou tout autre produit qui vous permet de faire un ratio 5, c'est-à-dire une barrière intérieure 5 fois plus fermée que la barrière extérieure. D'accord ? Voilà. Ensuite, si vous faites une ITE, c'est-à-dire vous avez votre mur et vous voulez isoler côté intérieur, vous pouvez mettre votre pare-vapeur entre les deux. Donc vous avez ici côté intérieur votre placo-plâtre, votre isolant intérieur, l'isolation intégrée dans le mur, la lame d'air, le bardage. Vous pouvez mettre votre frein vapeur entre les deux couches d'isolant, si et seulement si vous avez une résistance thermique côté intérieur inférieure à 1/3 de la résistance totale. Ça, c'est super important.
juste par rapport au SD18, c'est l'un ou l'autre. On n'est pas obligé d'avoir un SD de 18. Non. Si le facteur 5... Non. Si tu as un panneau contre-ventement, par exemple, côté intérieur, et puis un isolant extérieur type fibre de bois, tu n'es pas obligé de mettre une membrane de 18 mètres, ton panneau il peut faire 5 mètres, 3 mètres. L'essentiel c'est d'avoir le facteur 5. Voilà, donc ça c'est ce que je viens d'expliquer. Et on y va, donc je reviendrai, on vous donnera les supports. Ici je vous ai mis un certain nombre de liens internet vers des supports pédagogiques, normatifs, etc. Et puis la réglementation incendie, ben, ce sera pour une prochaine fois. Mais après, du coup, on a le support. Moi, je leur mettrai les contacts mail aussi de vous deux. Hein. Et puis, s'ils ont des questions, sur les présentations notamment, ils pourront vous contacter directement. Ouais. Vous savez à qui poser vos questions, quoi. Ouais.